Une femme enceinte appelle les services d'urgence en raison de douleurs abdominales, mais ce qu'elle porte n'est pas un bébé. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Marché central d'Austin, 7 heures. Le soleil flottait juste sous l'horizon, une lumière pâle filtrant à travers la verrière. Déjà, les étals du marché grouillaient d'activité, la foule se pressait aux étals de fruits et légumes, les vendeurs disposaient des fruits de mer scintillants, et des parfums mêlés de saumon frais, de basilic et de transpiration flottaient dans l'air. Lucie, une femme de 35 ans enceinte de 7 mois, se déplaçait lentement entre les allées. Sous son épais pull beige, son ventre rond ressortait, donnant à chaque pas une impression de réflexion et de mesure. Elle portait un petit panier contenant seulement quelques tomates et une botte d'oignons verts, le souffle coupé par l'attente d'une matinée tranquille à la maison. Soudain, elle s'arrêta. Sa main trembla contre son flanc, et un léger gémissement s'échappa de ses lèvres. Une douleur acérée la transperça du bas du dos jusqu'à son abdomen, repliant ses genoux sous elle. Elle haleta, l'air sembla disparaître de ses poumons. Personne ne le remarqua au début. « Oh mon Dieu !» s'écria Lucie, faisant un dernier pas chancelant avant de s'effondrer sur le chemin pavé. Son panier lui échappa des mains, les tomates éclatant sur les pierres. Les têtes se tournèrent. « Madame, ça va ?» demanda un poissonnier en se précipitant. « Elle est enceinte ?» cria une cliente d'âge mûr en se frayant un chemin à travers la foule. En quelques secondes, Lucie se retrouva recroquevillée, le front perlant de sueur. « Mon bébé, elle bouge, mais ça fait tellement mal !» sanglota Lucie, la voix tremblante et le visage blême. Un agent de sécurité sortit son téléphone. « Appelez le 911. » Femme enceinte en détresse, aboya Théil, sa voix résonnant dans les cabines. Moins de 5 minutes plus tard, les sirènes fusèrent dans l'agitation matinale. Une ambulance se faufila à travers la foule dispersée comme un navire fendant l'eau. 2 ambulanciers en sortirent en poussant une civière vers elle. L'une d'elles, une infirmière aux cheveux châtains chauds, pressa ses doigts sur le poignet de Lucie. Sa tension artérielle était en chute libre. « Chargez-la maintenant », ordonna l'infirmière. Lucie fut délicatement soulevée sur le brancard. Elle serra la main de l'infirmière, les yeux exorbités par la peur. « S'il vous plaît. Je la sens encore bouger. Elle est vivante, mais ça fait mal. » L'infirmière lui serra la main. « Restez calme. On vous emmène à l'hôpital Saint-Marie. Vous et le bébé serez en sécurité. » Dans l'ambulance, Lucie était allongée sur le côté, la perfusion s'écoulant régulièrement. Son cœur battait fort, les larmes lui brouillaient la vue. « À quel stade de grossesse en êtes-vous » demanda l'infirmière d'une voix douce. « Plus de 7 mois. »« Je la sens bouger tous les jours, c'est une fille » murmura Lucie, la voix brisée. Ivy, l'infirmière, échangea un regard inquiet avec sa collègue. Elle tapota le dossier de Lucie. « Avez-vous eu des douleurs ou des crampes dorsales ces derniers temps ?» Lucie secoua la tête. « Juste une petite crampe ce matin au réveil. Je pensais que c'était normal. » Ivy se mordit la lèvre, quelque chose clochait dans l'expression effrayée de Lucie. « Tu veux qu'on appelle quelqu'un ?»« Mon mari, Marcus. Je lui ai déjà envoyé un message. » Ivy hocha la tête et prit des notes tandis que l'ambulance s'arrêtait à l'entrée des urgences de Saint-Marie. Une équipe d'urgence attendait sous les lumières fluorescentes vacillantes. « Emmenez-la faire une échographie, signe de saignements utérins », a appelé un médecin plus âgé, le docteur Garcia, sa blouse blanche brodée avec Hopguin sous son nom. Dans la salle d'échographie, le docteur Ryan les accueillit. « Vous êtes Lucie Parker » demanda-t-il doucement. « Oui » murmura-t-elle en serrant le drap. Il appliqua du gel sur la sonde et la pressa contre son abdomen. L'écran révéla une masse sombre et dense, aucune forme fœtale reconnaissable. Pas de crâne, pas de membres, pas de battement de cœur. Il fronça les sourcils et déplaça la sonde. Le cœur de Lucie battait fort. « Qu'est-ce que c'est ?» La voix du docteur Ryan s'adoucit. « Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bébé. Nous avons juste besoin de confirmation. Avez-vous déjà eu des échographies ?» Lucie récupéra des photos noires et blancs froissées à la clinique Hope. Pas de logo, pas de code barre, juste des images approximatives. Le docteur Ryan les étudia, puis appela l'administration. Quelques instants plus tard, le docteur Cecilia Morris, chef de service, entra, le visage sévère et autoritaire. Elle examina l'écran, le visage s'assombrissant. « C'est grave.
Préparez-vous à une endoscopie urgente. Appelez les spécialistes en imagerie. Lucie se mit à trembler. Docteur, mon bébé va bien? Nous ne confirmons rien pour l'instant, répondit Cécilia en posant une main rassurante sur l'épaule de Lucie. La structure ne ressemble pas à celle d'un fœtus normal. Nous devons enquêter. Le docteur James, gynécologue obstétricien de New York, les a rejoints. Il a étudié le motif de suture de la masse. Il faut envisager une implantation d'objets, la densité est irrégulière, a-t-il murmuré. Pas sûr, demanda Cécilia. Pas à 100%, mais ça ne ressemble pas à du tissu fœtal, répondit James en jetant un coup d'œil au visage pâle et terrifié de Lucie. Cécilia se tourna vers Ivy. Isolez-la des autres patients. Transférez-la dans une salle de surveillance privée. Aucune information ne doit être divulguée. La voix de Lucie tremblait. Je suis enceinte, pourquoi tout le monde me traite comme si j'étais malade? Il faut juste tout vérifier, dit James doucement. On en saura plus très bientôt. Dans la salle d'observation 3 de la maternité des urgences, Lucie était allongée sous les lumières cliniques, son moniteur cardiaque rythmant son pouls effréné. Ivy prenait sa température tandis que Ryan se préparait à un scanner interne. On va faire une autre échographie, interne cette fois, expliqua Ryan d'une voix douce. Ça ne fera pas trop mal. Lucie sanglotait. Pourquoi personne ne me dit ce qui se passe? Je la sens bouger. Je l'ai même nommée. Ivy lui serra la main. Tu n'es pas seul. On le saura bientôt. 10 minutes plus tard, le docteur Cecilia Morris revint, accompagné du docteur Andrew Owens, un spécialiste en imagerie grand et mince, aux cheveux poivre et sel et portant d'épaisses lunettes. Il se tenait sur le seuil, résolu, prêt à découvrir la vérité sur ce qui se cachait dans le ventre de Lucie. Il a dit froidement, j'analyserai moi-même l'échographie transvaginale. Lucie ferma les yeux tandis que la sonde glissait à l'intérieur. Sur l'écran, chaque détail devint net. Ryan observait attentivement. Ivy et James, de New York, se tenaient là, silencieux. Ce qui apparaissait à l'écran était une masse ronde enveloppée dans un tissu mou, cousu en place. Owen plissa les yeux en regardant l'image. Qu'est-ce que je vois? Ce sont des sutures? Moi aussi, je les vois, murmura Ryan. Owen ajusta la luminosité, repassa la vidéo et zooma. Un fil chirurgical bleu vif était enroulé dans la cavité impossible. Cécilia resta figée. Qui voudrait coudre quelque chose dans un utérus? Ce sont des sutures chirurgicales, pas naturelles. Lucie s'écria, non, pas question, je ne me souviens pas. Je n'ai jamais? Sa voix se brisa et s'éteignit. Owen serra les poings. Il faut une IRM d'urgence. Ce n'est pas une grossesse normale. Ryan se tourna vers Cécilia. Tu appelles la police? La mâchoire de Cécilia se serra. Après l'IRM. Si c'est un objet cousu, ça pourrait être un crime. Les larmes montèrent aux yeux de Lucie. Je ne comprends pas. C'est moi qui suis enceinte, pourquoi tout le monde me regarde comme une criminelle? Ivy s'approcha et entoura les épaules de Lucie. Reste calme. On fera tout notre possible. Tu te souviens où tu as fait tes examens prénataux? Quel médecin? Lucie fouilla dans son sac et lui tendit 3 fiches d'échographie. Ryan les prit en fronçant les sourcils. Cécilia consulta son téléphone. La clinique Hope a fermé ses portes il y a 4 mois et fait l'objet d'une enquête pour pratiques médicales illégales. Lucie retint son souffle. Non, mon mari, Marcus, m'a emmené là-bas. Ils avaient du vrai matériel où il y avait une femme médecin. J'ai entendu le cœur du bébé battre. Ryan expira brusquement. Ces fiches n'ont ni numéro d'identification, ni nom de médecin, ni signe de légitimité. James s'avança. J'ai entendu parler de cliniques utilisant des images d'échographie de stock pour simuler des grossesses des cas d'escroquerie. Cécilia se tourna vers Ivy. Vérifie la base de données médicale nationale pour Lucie Parker. Les doigts d'Ivy survolèrent l'ordinateur. Quelques minutes plus tard, elle leva les yeux, l'incrédulité au visage. Pas de dossier gynécologique, pas de bilan de santé depuis 7 mois. Lucie ressentit comme un coup de poing dans la poitrine. Elle secoua la tête et pleura, je ne comprends pas. Marcus a dit qu'il avait tout enregistré. Ryan plissa les yeux. Avez-vous des dossiers médicaux?
Contrat d'assurance, email, confirmation par SMS? Lucie consulta son téléphone. Que des messages images d'un numéro inconnu se faisant appeler aux cliniques. Pas de coordonnées, pas d'adresse. Owen parla doucement, je commence à croire que quelqu'un avait tout prévu. Ce n'était pas une erreur. Lucie regarda autour d'elle, dévastée. Tu veux dire, qu'on m'a menti? Personne ne répondit. Puis la porte s'ouvrit. Un agent de sécurité aux cheveux bouclés entra. Désolé de vous interrompre, mais un homme insiste pour voir Lucie Parker. Il s'appelle Marcus. Le silence retomba. Lucie se redressa brusquement. Où est-il? Laissez-le entrer. Cécilia jeta un coup d'œil à Ryan et hocha la tête. Une minute plus tard, Marcus entra. Il portait un costume gris sans cravate, les cheveux plaqués en arrière. Son regard balayait la pièce, froid et indéchiffrable. Lucie fondit en larmes. Marcus, tu es là. Je ne comprends pas. Ils disent. Il s'approcha, posa une main sur son épaule et lui dit doucement mais fermement, ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Tu n'as pas besoin de répondre à mes questions. Ryan s'avança. Êtes-vous le mari légal de Lucie? Marcus hocha la tête. On s'est mariés il y a 2 ans. Je me suis occupé des formalités administratives. La voix de Cécilia devint glaciale. Pouvez-vous me fournir le dossier prénatal de votre femme, nom du médecin, clinique? Marcus esquissa un léger sourire. Je ne me souviens plus du nom du médecin, mais c'était la clinique Hope, à l'est. Cette clinique est fermée, dit Cécilia. Il n'y a aucune trace de soins prénataux appropriés pour votre femme. Marcus cligna des yeux, puis rit maladroitement. C'est peut-être un bug du système. On est passé au privé, ces endroits-là ne sont souvent pas enregistrés dans la base de données nationale. Ryan a insisté. Savez-vous seulement dans quel état se trouve votre femme? Il est possible qu'elle ne soit pas enceinte du tout. Marcus hésita. James se pencha vers Owen. Sa réaction ne reflète pas une réelle inquiétude. Ivy parla doucement. Avez-vous une pièce d'identité officielle? Marcus sortit une carte de son portefeuille et la lui tendit. Ryan l'examina et fronça les sourcils. Cette adresse n'existe pas dans la base de données de résidence. Marcus haussa les épaules. On vient d'emménager, ça n'a probablement pas été rénové. Ryan approcha la carte d'identité. Le bord de la photo est mal aligné. On dirait qu'elle a été trafiquée. Cécilia fit signe à Ivy. Appelez la sécurité de l'hôpital. Nous devons vérifier son identité plus en détail. Lucie tremblait. Marcus, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi tu ne réponds pas? Il ne la regarda pas, le regard distant, froid. La salle d'urgence lui parut étouffante tandis qu'il baissait la tête sous le regard scrutateur de 5 personnes. Lucie lui serra la main, le regard confus et effrayé. Pourquoi doutez-vous de mon mari? Il m'a emmené à tous les examens, il a pris soin de moi à chaque repas, à chaque pilule. Ryan soutint son regard. Nous n'accusons personne. Mais quand les faits ne concordent pas, il faut tout vérifier. Marcus essaya de calmer sa voix. Je ne vois pas pourquoi on me traite comme un criminel. J'ai emmené ma femme faire des examens médicaux, ils ont dit que tout allait bien. Je ne suis pas médecin, je ne connais pas les aspects techniques. Cécilia s'approcha d'une voix basse mais ferme. Le problème, c'est que personne, nous y compris, ne peut confirmer que votre femme a bénéficié de soins prénataux réglementés. Plus important encore, l'imagerie montre un objet cousu dans son utérus, et non un fœtus. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent d'horreur. Non, c'est impossible. Je la sens, comment pourrais-je me tromper? Nous vous croyons, dit doucement Yves, la main toujours posée sur l'épaule de Lucie. Nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé. Et pour cela, nous avons besoin de transparence de la part de votre mari. Marcus lui adressa un sourire glacial en se tournant vers Lucie. Tu me connais. Je ne t'ai jamais menti. Lucie hocha faiblement la tête, bien que l'incertitude obscurcît son regard. Dehors, 2 agents de sécurité de l'hôpital se tenaient silencieusement derrière la porte. James a murmuré à Ryan, nous devons envoyer cette pièce d'identité au département des affaires intérieures. C'est déjà fait, répondit doucement Ryan. Cécilia sortit son téléphone et composa le numéro.
Ici le docteur Cecilia Morris, de l'hôpital Saint-Marie. J'ai besoin d'une vérification urgente concernant une personne, Marcus Alvarez, matricule XXX. Elle marqua une pause. Oui, je patiente. Lucie regarda Marcus dans les yeux pour la première fois ce matin-là. Pourquoi ne me regardes-tu plus comme avant? Pourquoi évites-tu mon regard? Tu es fatiguée, Lucie. Ne te laisse pas perturber, dit Marcus en lui serrant la main. Je te le demande sérieusement, Hope Clinic. Tu les connaissais vraiment, ou c'était juste un site trouvé en ligne, s'étrangla Lucie. Marcus ne répondit pas. Le téléphone de Cecilia sonna de nouveau et elle mit le haut-parleur. Nous avons vérifié ce numéro d'identification, il n'existe pas dans le système national. Le nom de Marcus Alvarez ne correspond à aucune identité valide à New York. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Lucie pâlit. Alors, qui es-tu, murmura-t-elle. Marcus se leva brusquement. Je ne vais pas rester ici à être interrogé comme un criminel. Sans mandat, vous ne pouvez pas m'arrêter. J'ai bien peur que ce soit possible, dit froidement Owens, l'imagerie médicale. La police locale a déjà été prévenue. Elle est en route. Marcus scruta la pièce, l'éclat calculateur de son regard perçant son calme apparent. Il expira et se rassit. D'accord, je reste, mais seulement pour être avec ma femme. Ryan se tourna vers Lucie. Pendant votre grossesse, y a-t-il eu un rendez-vous auquel vous n'avez pas assisté? Lucie secoua la tête, perplexe. Non. Marcus était toujours avec moi. Il disait qu'il voulait nous protéger, moi et le bébé. Cecilia intervint, avez-vous déjà ressenti quelque chose d'inhabituel, perte de mémoire, maux de tête sévères, étourdissement? Lucie réfléchit un instant. Oui. Il y a environ 6 mois, j'ai eu de terribles douleurs abdominales et je me suis évanoui. Marcus m'a dit qu'il m'avait emmené aux urgences près de Brooklyn, mais je ne m'en souviens plus. Owen se figea. Ce délai est crucial. Vous souvenez-vous du nom de l'hôpital? Lucie essaya, mais ne put que secouer la tête. James sortit et revint avec un rapport imprimé du système interne de l'hôpital. Il le posa sur la table et le montra du doigt. D'après les archives, aucune inscription n'était enregistrée pour Lucy Parker au Brooklyn Medical System durant cette période. Ryan parla lentement, il y a une forte possibilité que ce jour-là, vous n'ayez pas été soigné du tout, que vous ayez été anesthésié. Il ne put terminer sa phrase. Lucie était horrifiée. Tu crois qu'il m'a fait quelque chose pendant que j'étais inconsciente? Personne ne répondit. Une minute plus tard, le téléphone d'Ivy vibra. Elle regarda Cecilia. La police est là. 2 agents en uniforme sont entrés, suivis d'un homme en civil, le détective principal Peter Matthews. Bonjour, dit-il. Je suis l'inspecteur Matthews. Qui est Marcus Alvarez? Marcus resta assis, les bras croisés. C'est moi. Peter s'avança, scrutant son visage. Nous avons besoin que vous nous accompagniez au poste pour identification. Il y a des traces de faux documents et d'informations personnelles non valides. Vous n'avez pas de mandat, répondit Marcus d'un ton neutre. Peter esquissa un léger sourire. Nous ne vous arrêtons pas. Nous demandons votre coopération. Si vous refusez, nous aurons un mandat d'arrêt dans 30 minutes. Lucie tremblait. Je veux qu'il me réponde en premier. Qui es-tu? Marcus se tourna vers elle, le visage impassible. Qui que vous me preniez, je suis bien celui-là. Sans un mot de plus, il se leva et sortit avec les policiers. Lucie s'effondra sur le lit, les larmes aux yeux. Ivy et Ryan restèrent à ses côtés, mais rien ne put apaiser la douleur de la trahison de l'homme à qui elle avait confié sa vie. Dehors, Peter se tourna vers James. On va prendre ses empreintes digitales. Ce n'est peut-être pas la première fois qu'il fait ça. Ryan murmura à Owens, je l'ai vu dans ses yeux, aucune trace de peur. On dirait qu'il était préparé à tout ça. 15 heures. Le soleil d'Austin brillait encore sur les murs blancs de l'hôpital Saint-Marie, mais dans la chambre d'isolement, la lumière semblait lointaine à Lucie. Elle gisait immobile sur le lit, les yeux fixés au plafond, les lèvres sèches et gercées. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait uniquement par instinct de survie, et non par volonté. La porte s'ouvrit. Ivy entra avec un verre d'eau et un paquet de lingettes. Lucie, bois un peu. Tu as encore une légère fièvre, tu dois rester hydratée.
Lucie détourna le visage. Je n'ai pas soif. Je veux juste savoir ce qui se passe. Ivy déposa délicatement l'eau sur la table et tira une chaise. Je sais que c'est difficile à croire, mais tu dois rester forte. On essaie de t'aider. Cet homme, il n'est pas normal. Lucie resta silencieuse. Après un long silence, elle regarda Ivy. Si tout le monde dit vrai, si Marcus est un imposteur, alors avec qui ai-je vécu ces 2 dernières années? Ivy lui prit doucement la main. Nous travaillons avec la police pour le savoir. Tu n'es pas seul. À ce moment-là, à l'étage supérieur de la salle de consultation de l'hôpital, 4 médecins étaient assis autour d'une table, Cecilia, Ryan, Owens et James. Sur le grand écran, l'IRM de Lucie était projeté. Ryan a pointé l'image. Cet objet a été cousu avec du fil de suture chirurgicale, et non des points résorbables. Il mesurait environ 15 cm de long, était de forme ovale et était entouré de tissu enflammé. Owens hocha la tête. La structure interne est en plastique synthétique, probablement un sac en plastique médical. Ce n'était pas improvisé. Quelqu'un ayant une formation médicale l'a implanté. James a ajouté, j'ai envoyé cette image à un ami chirurgien indépendant à Austin. Il m'a dit que ce modèle de couture avait été utilisé dans des affaires de trafic interne de drogue. Cecilia fronça les sourcils. Tu veux dire comme des mules humaines? Ryan baissa les yeux. C'est possible. Et si c'est le cas, Lucie est la victime, complètement inconsciente. James a poursuivi, nous devons identifier la substance. S'il s'agit de cocaïne ou d'héroïne, la situation devient beaucoup plus grave. Cecilia hocha fermement la tête. Préparez-vous pour une opération d'urgence. Je vais demander l'autorisation au directeur de l'hôpital. On ne peut pas laisser cette chose en elle plus longtemps. Au commissariat local, Marcus était assis dans une salle d'interrogatoire, en face de l'inspecteur Peter Matthews et de l'enquêtrice Anna Rowe, spécialisée dans les affaires de fausses identités. Peter le fixait, toujours calme malgré les soupçons qui l'envahissaient. Vous savez pourquoi nous vous avons amené ici, n'est-ce pas, monsieur Marcus? Marcus esquissa un léger sourire. On me tend un piège. Je ne suis que son mari. Je me suis occupé d'elle, je l'ai conduite à ses rendez-vous tous les jours. S'il y a une faute, c'est celle des médecins, pas la mienne. Anna ouvrit un dossier et jeta un coup d'œil à l'écran. Nous avons saisi vos empreintes digitales dans le système international. Le résultat indique que vous n'êtes pas Marcus Alvarez. Votre vrai nom est Carlos Hernandez, un fugitif recherché au Mexique pour fraude, falsification de documents et lien avec un réseau de trafic de drogue. Marcus au nom, Carlos ne montra aucun changement d'expression. Je ne sais pas de quoi tu parles. Peter fit glisser une photo de surveillance sur la table. En 2017, les caméras de l'aéroport de Denver vous ont filmé en train d'aider un réseau de passeurs. Vous avez fui le pays en 2019, puis réapparu à Miami sous une fausse identité. Vous avez créé une société écran en 2021 et épousé Lucy Parker, une femme stérile qui espérait désespérément avoir un enfant. Carlos resta silencieux, la mâchoire serrée. Il ne feignait plus l'inquiétude comme à l'hôpital. La voix de Peter se durcit. Elle ne savait pas qui tu étais. Elle ne savait pas ce qu'il y avait en elle. Et pourtant, tu as quand même implanté cette poche de médicaments dans l'utérus d'une femme qui essayait juste de devenir mère. Carlos leva les yeux sombres. Je ne l'ai pas forcée. Elle a accepté. On avait un arrangement. Menteur. Peter frappa la table du poing. Anna poursuivit, d'une froide précision, nous avons parlé aux spécialistes de l'infertilité de Lucie. Elle ne pouvait pas concevoir naturellement. Elle croyait au miracle, et vous avez exploité cela. Vous lui avez donné de faux espoirs, puis vous avez utilisé son corps comme un récipient. Carlos soupira et se pencha en arrière. Que veux-tu? J'ai le droit de me taire. Peter grogna, et elle avait le droit de savoir ce qu'il y avait en elle, une bombe biologique, un message de l'enfer. De retour à l'hôpital, Lucie était en salle d'opération d'urgence sous anesthésie générale, entourée de 5 médecins, Ryan, Owens, James et Cecilia, qui supervisaient personnellement l'opération. Ouvrez lentement l'abdomen, lui a conseillé Cecilia. Attention à ne pas percer la poche. Scalpel en main, ils pratiquèrent des incisions précises. Un instant plus tard, Ryan murmura, je vois.
C'est sans aucun doute une poche en plastique enveloppée de 2 couches de tissu médical, solidement suturée à la paroi utérine. James utilisa une pince pour séparer les tissus. Owens aspira le sang, gardant une vue dégagée. Finalement, ils soulevèrent une poche ovale en nylon, de la taille d'une main environ. Cecilia la scella dans un récipient spécial. Envoyez-la immédiatement pour analyse chimique, ordonna-t-elle. Lucy était toujours inconsciente, mais ses constantes étaient stables. Ryan jeta un coup d'œil à James et souffla, elle n'a plus rien en elle. 2 heures plus tard, le rapport préliminaire du laboratoire arrivait, le sachet contenait de la cocaïne pure, pesant 836 grammes, à plus de 95% de pureté. Cecilia tenait les résultats, les yeux brillants de stupeur. Il a utilisé son corps pour faire passer en contrebande près d'1 kilo de cocaïne. Les poings serrés, Ryan dit doucement, ce n'est pas seulement un criminel. C'est un monstre. Après son opération, le lendemain matin, Lucy se réveilla dans un état second. Sa tête était lourde comme la pierre, ses lèvres étaient sèches et gercées. Sa première sensation fut un froid profond. Elle cligna des yeux sous la faible lumière et entendit le sifflement rythmé d'un respirateur. Une perfusion se trouvait à son chevet, ses aiguilles luisant. Ivy, la sœur de Lucy, somnolait sur une chaise en plastique. Au réveil de Lucy, Ivy se réveilla en sursaut et bondit sur ses pieds, le visage illuminé. « Tu es réveillée. Tu m'entends » Lucy hocha légèrement la tête, les larmes aux yeux. « J'ai été opérée ?»« Oui, » murmura Ivy en lui prenant la main. C'était un succès. Ils ont retiré l'objet. Qu'est-ce que c'était? La voix de Lucy était fragile, à peine plus qu'un souffle. Ivy hésita, choisissant soigneusement ses mots. Puis elle se pencha et murmura, c'était de la cocaïne près d'1 kilo, scellée dans une poche médicale cousue au plus profond de ton utérus. Lucy sursauta comme foudroyée, sa respiration s'accélérant. Non, c'est impossible. Il a dit que c'était une fille, il a dit que c'était une fille. Ivy resserra son étreinte. Je suis vraiment désolé. Lucy enfouit son visage dans ses mains, des sanglots silencieux secouant son corps, sa gorge ayant l'impression d'être serrée. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur de l'hôpital, une réunion d'urgence avait eu lieu. Étaient présents Cecilia, Ryan, Owens, James et le lieutenant de police nationale Logan Vincent, un homme aux cheveux argentés d'origine galate, à la voix grave et posée. Nous avons reçu les résultats du laboratoire, a déclaré Owens. Il s'agit de cocaïne raffinée, d'une pureté de 96,2%, d'une valeur marchande d'environ 180 000 $. Le lieutenant Vincent fronça les sourcils. Et il était caché dans le corps d'une femme enceinte? Ryan hocha la tête. Oui, elle a été manipulée psychologiquement pendant des mois. Elle se croyait enceinte et ressentait même des mouvements fœtaux quotidiennement. Comment est-ce possible? Demanda Vincent. James répondit, probablement une combinaison de troubles sensoriels et de suggestions intenses. Son passé d'infertilité faisait de son désir maternel une vulnérabilité parfaite. Cecilia a ajouté, nous soupçonnons Carlos ou Marcus d'avoir planifié tout cela dès le départ. Il a approché Lucy sous couvert d'amour, l'a épousée, l'a emmenée dans une clinique clandestine, l'a anesthésiée, lui a implanté le produit de contrebande, puis l'a convaincue qu'elle était enceinte et a contrôlé tous ses accès médicaux. Vincent ouvrit un dossier et étudia la photo de Carlos. C'est un homme organisé. Nous avions déjà eu un dossier sur lui, mais là, c'est un niveau supérieur, utiliser le mariage et la confiance pour transformer un être humain en réceptacle. Ryan expira bruyamment. Nous traiterons Lucy comme une victime de maltraitance médicale grave, mais nous aurons quand même besoin de son témoignage lorsqu'elle sera prête. Owens a ajouté, nous devons également alerter le système de santé. Il doit y avoir une grave lacune pour que cela passe inaperçu pendant des mois. James plissa les yeux. N'oublions pas la clinique Hope, elle est peut-être fermée, mais d'autres fonctionnent de la même manière. Cecilia hocha la tête. Je vais immédiatement contacter le service régional de la santé. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais d'un signal d'alarme. Cet après-midi-là, Lucy fut placée dans une chambre individuelle. Elle se sentait faible mais lucide lorsque Cecilia entra. Lucy leva les yeux, lourde de douleur et de détermination. Je veux tout savoir. Fini les édulcorations. Cecilia s'assit au bord du lit et prit une profonde inspiration. D'accord. Mais ce que je vais te dire va te faire mal. Lucy hocha la tête, sa voix à peine plus forte qu'un murmure.
J'ai déjà enduré la douleur physique. Rien ne fait plus mal que d'être trahi par quelqu'un en qui on avait confiance. Doucement, Cecilia posa une main sur le genou de Lucie. L'homme qui se faisait appeler Marcus Alvarez n'existe pas. Son vrai nom est Carlos Hernandez. C'est un criminel international recherché. Il t'a trompé dès le début. La voix de Lucie tremblait. Et le bébé? Ses yeux, gonflés et rouges, scrutèrent le visage de Cecilia. Il n'y en a jamais eu, dit doucement Cecilia. Lucie s'effondra dans un sanglot étouffé. Je lui parlais tous les soirs. J'entendais son cœur battre. Tes sentiments étaient réels, dit Cecilia, mais les signes que tu as ressentis étaient probablement le résultat de drogue, de suggestion et de manipulation psychologique. Carlos a monté une performance complète, et tu as été choisi pour le rôle principal. Le silence s'installa entre eux. Finalement, Lucie releva la tête. Je veux témoigner. Je veux qu'il soit poursuivi. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qu'il pourrait piéger s'il est encore en liberté. Les yeux de Cecilia s'emplirent de respect. Tu ne seras pas seul. Nous serons avec toi. Le soir même, la police a recueilli la déposition préliminaire de Lucie au bureau du conseiller juridique de l'hôpital. Elle a raconté sa rencontre avec Marcus lors d'un café caritatif, les examens prénataux vagues, les mouvements quasi naturels qu'elle ressentait et cette nuit fatidique où elle s'est pliée en deux de douleur, s'est évanouie et s'est réveillée avec la nouvelle de sa grossesse. Je m'en souviens parfaitement, a-t-elle confié au lieutenant Vincent. Il pleuvait et la douleur était si intense que j'ai pleuré. Il a dit qu'il m'avait emmené dans une clinique privée parce qu'il ne voulait pas que j'attende aux urgences publiques. Je n'ai jamais vu le médecin ce soir-là, seulement l'odeur de l'anesthésie et une lumière blanche pâle. Après cela, tout a changé. Il ne me laissait pas sortir seul. Il contrôlait chacun de mes repas, a même installé un logiciel de suivi sur mon téléphone. Mais je pensais que c'était de l'amour. L'expression du lieutenant Vincent devint grave tandis qu'il prenait des notes. Vous souvenez-vous de l'emplacement de la clinique? Lucie secoua la tête. Juste une maison jaune au coin d'une rue avec une boulangerie appelée Sweetgrass Bakery. Je ne me souviens plus du numéro. Anna, une enquêtrice new-yorkaise, murmura, il y a une boulangerie Sweetgrass près de Brooklyn. Nous allons fouiller ce secteur. Lucie, tu as été incroyablement courageuse, dit Vincent. Merci de nous avoir fait confiance. Elle parvint à esquisser un léger sourire. Si seulement je pouvais encore faire confiance à quelqu'un. Plus tard, seule dans sa chambre obscure, Lucie resta immobile. Ivy changea sa perfusion et Ryan vérifia ses points de suture avant de partir en silence. Aucun médicament ne pouvait guérir l'effondrement de son esprit. Elle n'avait pas seulement perdu un enfant qui n'avait jamais existé, elle avait perdu son passé, son présent et cette chose fragile qu'est la confiance. Les 2 dernières années étaient-elles réelles ou mises en scène? Les baisers du soir étaient-ils sincères ou répétés? Un seul regard de Marcus ou de Carlos avait-il jamais été empreint de compassion? Un léger coup frappa à la porte et le silence se fit entendre. Lucie tourna la tête. Entrez. Rose entra, d'âge mûr, ses boucles poivre et sel encadrant son doux visage. Elle portait un chemisier jaune pâle et un foulard vert. L'amie de fac de Lucie se glissa sur le lit à côté d'elle. À la vue de Rose, Lucie tenta de s'asseoir, mais grimaça sous la pression exercée sur son incision. « Lucie » s'écria Rose, la voix chargée d'émotion, quand j'ai entendu ce qui s'est passé. Les lèvres de Lucie tremblaient. « Comment l'as-tu découvert? » La police m'a contacté pour en savoir plus. N'oubliez pas, je suis la seule personne de votre entourage que vous n'avez pas bloquée. Rose afficha un sourire triste. Lucie ferma les yeux. Marcus a bloqué tous ceux que je connaissais. Appelle-le comme tu veux, grogna doucement Rose, mais ne l'appelle plus ton mari. Un silence s'installa avant que Lucie ne prenne la parole. J'étais tellement stupide. J'ai cru tout ce qu'il disait. Il m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant et que je détestais les femmes qui en avaient. Que je t'en voulais quand tu es tombée enceinte. Les yeux de Rose s'écarquillèrent sous le choc. Il a dit ça? Tu m'as déjà entendu dire quelque chose comme ça? Lucie secoua la tête, les larmes aux yeux. Rose lui serra la main. Je t'ai appelé des dizaines de fois, envoyé des centaines de SMS. Tu n'as jamais répondu. Il a tout bloqué, effacé toute trace. Lucie se couvrit le visage.
Je voulais juste être mère. C'est tout. Rose écarta une mèche de sa joue. C'est exactement pour ça que tu étais la cible idéale. Lucie ouvrit les yeux, la voix tremblante. Tu te souviens de la nuit où je me suis évanouie à cause de douleurs abdominales? Oui, dit Rose doucement. C'était il y a 6 mois. Je t'ai même envoyé un SMS pour te demander si tu devais aller à l'hôpital. Mais tu n'as jamais répondu. Lucie laissa échapper un soupir tremblant. Cette nuit-là, il m'a emmené dans une petite maison jaune et tranquille. Des lumières blanches et pâles. Une odeur de désinfectant. Puis plus rien. Je me suis réveillé le lendemain matin et il m'a dit que le médecin avait confirmé que j'étais enceinte. Je l'ai cru, sans jamais me poser de questions. Lucie, tu n'es plus seule, murmura Rose d'un ton féroce. Il sera traduit en justice, mais tu dois tout raconter. Pendant ce temps, au siège de la police nationale, l'inspecteur Peter Matthews rencontrait les enquêteurs Anaro et Matthew Reed. Un épais dossier était posé sur la table, à côté de photos de Carlos et d'un schéma web de ses liens criminels. Matthew, originaire de Miami, a montré le graphique du doigt. Il a utilisé 4 identités différentes en 5 ans, a dirigé une fausse société pharmaceutique promettant des grossesses miraculeuses à des femmes stériles, puis a disparu avec leur argent. Peter hocha la tête. Mais cette fois, il est passé à l'acte. Il n'a pas seulement volé de l'argent, il a utilisé le corps d'une femme, son utérus, pour faire circuler près d'1 kilo de cocaïne. Anna fronça les sourcils. Il faut trouver le lieu de l'implantation, cette maison jaune près de la boulangerie Sweetgrass à Brooklyn, comme Lucie l'a décrite. Nous avons envoyé une équipe, a répondu Matthew. Ils ont trouvé une maison au 19A, abandonnée depuis 3 mois. Le propriétaire a admis l'avoir louée au comptant, sans aucun papier. Les yeux de Peter se plissèrent. Il n'a pas agi seul. Il faut retrouver le chirurgien qui a pratiqué l'opération. 2 jours plus tard, Lucie sortait de l'isolement. Au lieu de ressentir du soulagement, elle se sentait plus vide que jamais. Devant le miroir de l'hôpital, elle souleva sa chemise pour inspecter l'incision de près de 20 cm qui lui traversait le bas-ventre. Ce n'était pas la cicatrice d'un accouchement dont elle avait rêvé, mais la preuve d'une trahison ultime. La porte s'ouvrit. Ryan entra. « Lucie, j'ai une nouvelle importante. Tu veux l'entendre ?» Elle hocha légèrement la tête. Ryan lui tendit une pile de photos. Des images de Carlos alias Marcus au Mexique, en Colombie, au Venezuela. Un acteur majeur d'un réseau international de contrebande. Les mains de Lucie tremblaient lorsqu'elle tournait chaque photo, lui souriant à côté d'une autre femme, tenant une femme asiatique par la taille, serrant la main d'un riche homme d'affaires. « Combien de personnes a-t-il trompé comme moi ?» demanda-t-elle. Ryan répondit lentement, au moins 6 cas confirmés, mais vous êtes le premier à être implanté avec de la contrebande. Lucie laissa échapper un rire amer, sa voix creuse. J'ai donc eu l'honneur d'être le prototype. Ryan parlait doucement, son ton était prudent mais sincère. Lucie, si tu le souhaites, nous aimerions que tu coopères en tant que témoin clé. Ce que tu fais maintenant pourrait protéger d'autres personnes. Elle le regarda, ses yeux froids mais emplis d'une profonde émotion. Lentement, elle hocha la tête. Je coopérerai, mais à une condition. Qu'est-ce que c'est ? Je veux qu'il me voie vivante. Je veux qu'il sache que je ne suis pas morte. Et je ne lui pardonnerai jamais. 3 jours après l'opération, Lucie a été transférée dans une unité spéciale, ni la maternité ni le service de réveil habituel, mais une aile isolée réservée aux cas d'enquête. Il lui était interdit de contacter qui que ce soit, sauf le personnel médical assigné. Sur le papier, elle était toujours répertoriée comme personne liée au trafic de stupéfiants. Un matin calme, Cecilia entra, tenant un dossier à la main. « Lucie, je dois t'informer de quelque chose. » Lucie était assise bien droite dans son lit, l'air absent. « Vas-y, » répondit-elle d'une voix plate, dénuée de toute émotion. Cecilia s'assit à côté d'elle. En raison de l'enquête internationale sur le trafic de drogue, tous les comptes bancaires à votre nom ont été temporairement gelés. Lucie fronça les sourcils. Je n'ai même jamais accédé au compte. Je ne connaissais pas les mots de passe. Marcus a dit qu'il s'occuperait de tout. On sait, acquiesça tristement Cecilia. C'est pourquoi vous êtes coincé. Vos soldes sont à 0. Il ne reste plus d'économie. Lucie laissa échapper un rire sec et sans vie. Il n'a laissé aucun morceau derrière lui.
Il y a autre chose, poursuivit Cécilia en tournant une page du dossier. L'appartement que vous occupez n'est pas à votre nom non plus. Le propriétaire légal est Sergio Maldonado, un autre pseudonyme utilisé par Carlos. La bouche de Lucie s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Je ne suis qu'un fantôme dans ma propre vie. Cécilia tendit doucement la main. Votre famille a essayé de vous joindre. Mais depuis 2 ans, tous leurs courriels et appels ont été bloqués ou redirigés. Ils sont même venus vous chercher, mais on leur a dit que vous ne vouliez voir personne. Lucie baissa la tête, tout son corps tremblant. Il m'a dit qu'il m'avait renié. Que je le méritais, de les avoir abandonnés pour poursuivre mon rêve de maternité. Lucie, dit Cécilia en lui serrant doucement la main, c'est exactement pour ça qu'il t'a choisi. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu aspires profondément à vivre pour quelque chose. Lucie s'effondra. Des larmes coulèrent de ses yeux. Elle n'avait plus la force de contenir sa douleur. Cécilia poursuivit doucement, mais pour l'instant, la loi nous oblige à vous garder ici quelques jours de plus. Le temps que les autorités déterminent votre rôle dans cette affaire. Même si nous savons que vous êtes une victime, le protocole impose un isolement temporaire. Lucie leva les yeux rouges et épuisés. Alors je n'ai pas de liberté, pas d'enfant, pas de maison, pas d'argent, et maintenant, même pas le droit d'être libre? Cécilia n'avait pas de mots. Ailleurs dans l'hôpital, une réunion d'urgence du groupe de travail médical et d'enquête conjoint était en cours. Le lieutenant Vincent se tenait près du projecteur, pointant du doigt une carte de connexion complexe. Carlos Hernandez a été placé en détention provisoire. Il refuse toujours de révéler le nom du chirurgien qui a pratiqué l'implantation. Il affirme que la personne est décédée. Matthew, l'enquêteur basé à Miami, a ajouté « Nous avons fouillé la maison du 19 à Brooklyn. Nous avons trouvé des traces de sang séché, des gants médicaux et un morceau de tissu portant le logo de la Hope Clinic. Mais aucun nom. Aucune accréditation. » Cécilia fronça les sourcils. Il manque encore un chaînon. Qui était vraiment derrière cette clinique? Anna a pris la parole. Il s'agit peut-être d'un réseau de faux médecins. Ils ouvrent un cabinet pour un poste, puis disparaissent. Ryan a ajouté, Lucie était la cible idéale. Antécédents d'infertilité, absence de suivi médical, isolement social, facile à manipuler, physiquement et émotionnellement. Vincent soupira. Les médias ont eu vent de la situation. Ils exigent d'avoir accès à Lucie. Nous devons la protéger. Les médias? Cécilia secoua la tête. Ils vont la dévorer. Elle n'est pas encore assez forte. Cet après-midi-là, Ivy est entrée avec une petite boîte en carton. Il y a une lettre pour toi, dit-elle. Lucie avait l'air surprise. De qui? Aucun nom n'est indiqué. Mais le cachet de la poste est de San Diego. Ivy déposa la boîte sur le lit. Lucie l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un carnet bleu doux recouvert de tissu. Elle tourna la page jusqu'à la première page, l'écriture lui était familière. Lucie? Si ma fille avait vécu, elle t'aurait peut-être appelée tante. Mais ce qui est étrange, c'est que j'aurais presque souhaité qu'elle ne soit jamais née. Parce qu'un monde comme celui-ci n'est pas digne d'elle. Ta sœur, Abigail. Lucie se figea. Abigail. Sa petite sœur. Celle qu'elle avait évitée pendant des années par honte. À l'intérieur du carnet se trouvaient des notes de journal intime éparpillées, les jours où Abigail appelait sans réponse. Les fois où elle se présentait à l'appartement de Lucie mais était refoulée par la sécurité. Il y avait des photos, imprimées depuis l'ancien Facebook de Lucie, collées avec amour sur 2 pages. En dessous, une légende disait « Ma sœur brillait autrefois plus que la lumière du soleil. » Lucie serrait le carnet contre sa poitrine. Son cœur avait l'impression d'avoir été arraché, écrasé, puis repoussé. La nuit tomba. L'hôpital était silencieux, troublé seulement par le hurlement du vent derrière les fenêtres. Dans l'obscurité, Lucie gisait, éveillée, les yeux ouverts sur le vide. Elle murmura, « Marcus, ou Carlos, ou quel que soit ton nom, tu as tout pris. Mais tu ne me prendras pas. » Ce qui vacillait dans sa poitrine n'était pas l'espoir. C'était la fureur. Pas le pardon, mais la volonté de survivre. De vivre comme la preuve qu'il ne l'avait pas détruite. Qu'elle ne mourrait pas pour lui. Le lendemain matin, un jeune médecin de New York nommé Danny entra avec une pile de dossiers.
Lucie, j'ai des nouvelles pour toi. Il s'est assis à côté d'elle. L'hôpital St. Marie a décidé de déposer une requête officielle auprès du tribunal afin que vous soyez reconnu comme victime de maltraitance médicale. L'isolement temporaire pourrait prendre fin dans les 48 heures, si le parquet l'autorise. Lucie le regarda, sa voix calme. Et après ça, où vais-je? Dans un appartement qui ne m'appartient pas légalement? Sur un compte en banque vide? Danny resta silencieux. Lucie continua, plus résolue maintenant. Je n'ai nulle part où retourner. Mais je ne vais pas disparaître. Je veillerai à ce qu'il voie la femme qu'il a tenté de piéger, la dernière personne qu'il aurait dû croiser. 8e jour après l'opération. Lucie a été libérée de l'isolement. Mais elle n'est pas rentrée chez elle. Son ancien appartement avait été scellé. Elle avait été placée temporairement dans l'unité de réadaptation psychologique au 5e étage, un service réservé aux victimes de violences conjugales et aux cas de traumatisme grave. La chambre était petite, mais chaleureuse. La lumière du soleil filtrait doucement par la fenêtre. Un vase de lavande reposait discrètement sur la table de chevet. Après des jours dans l'obscurité, Lucie prit sa première grande inspiration. « Bonjour », dit une voix douce. Lucie se retourna. Une jeune femme d'une trentaine d'années se tenait là, les cheveux soigneusement attachés, portant des lunettes rondes. « Je suis le docteur Claire Vaughan. Je travaillerai avec vous sur votre rétablissement psychologique et juridique. » Lucie hocha doucement la tête. « Savez-vous ce qui s'est passé récemment ?» Claire sourit. « Beaucoup. Et je pense que vous voudrez tout entendre. » Dans le bureau de l'enquêteur Luc Monroe, un homme posé de Saragosse, expérimenté dans les affaires de fraude médicale, Claire et Luc examinaient les anciens dossiers médicaux de Lucie. « Tiens », dit Claire en pointant l'écran de l'ordinateur. Lucie Parker. Traitée pour infertilité à la Mayo Clinic en 2018. Son dossier médical confirme qu'elle n'a pas pu concevoir naturellement en raison d'un trouble endocrinien et de lésions utérines dues à un accident survenu en 2015. Luc fronça les sourcils. Puis elle accrut. Elle était enceinte sans aucun soutien médical, et ce seul fait rendait toute suggestion de trafic volontaire de drogue totalement invraisemblable, réfutant toutes les théories contre elle. Claire hocha la tête, sa détermination inébranlable. « Nous avons besoin de ce dossier au tribunal, » dit-elle, avant d'ajouter, « J'ai également contacté l'ancien médecin de Lucie, le docteur Gavin, il est prêt à témoigner. » Luc sourit, impressionné. « Vous êtes plus rapide que tous les procureurs avec qui j'ai travaillé. » Claire secoua la tête. « Je ne fais pas ça pour gagner un procès. Je le fais pour sauver une femme d'un traumatisme à vie. » Lucie était assise dans l'austère salle de conférence du bureau du procureur d'Austin, entourée de Claire et Luc. À la tête de la table se trouvait Chloé Emerson, une procureure chevronnée, réputée pour son travail dans les affaires de droit des femmes et de maltraitance. Le regard de Chloé soutint celui de Lucie un long moment avant de prendre la parole. « Vous n'êtes plus suspecte », annonça Chloé. « Nous vous reconnaissons officiellement comme victime de maltraitance médicale et de manipulation psychologique. » Lucie expira, le soulagement mêlé à l'épuisement. Elle jeta un coup d'œil à Claire, qui lui adressa un signe de tête encourageant, puis redressa les épaules. « Merci », murmura Lucie. Chloé fit un signe de la main. « Pas besoin de me remercier, merci au docteur Claire. Elle a épluché chaque dossier, et a prouvé qu'une femme incapable de concevoir naturellement ne peut pas tomber enceinte subitement. » Le regard de Lucie se posa sur ses mains tremblantes. « Tous les matins, je ressens encore la douleur de l'incision, » admit-elle d'une voix tremblante, « mais ce qui me fait le plus mal, c'est de voir l'oreiller à côté de moi et de savoir que personne ne m'appellera jamais maman. » La voix de Chloé s'adoucit. « Tu peux maintenant choisir une nouvelle voie, Lucie. Mais d'abord, quelques nouvelles. Carlos Hernandez, alias Marcus Alvarez, a été extradé vers New York en vertu d'un mandat d'arrêt international. Il a été arrêté à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol pour le Canada avec un faux passeport. » Lucie leva la tête, le regard féroce. Il a menti jusqu'à la dernière seconde. À ce moment-là, Luc, qui était intervenu discrètement, ajouta, et il ne mentira plus. Au vu des preuves dont nous disposons, il risque au moins 25 ans de prison pour trafic de drogue, usurpation d'identité et intrusion non autorisée. Le matin du premier procès, la salle d'audience était bondée. Il était interdit de filmer, mais les journalistes se pressaient contre les fenêtres. Claire marchait aux côtés de Lucie, main dans la main.
Lucie portait une simple robe noire, pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière, pas de bijoux, mais ses yeux brillaient plus que tout dans cette pièce froide. Carlos fut conduit à l'intérieur, vêtu d'un uniforme de prisonnier beige, les poignets menottés. Il paraissait plus mince, mais affichait toujours un calme olympien. Lorsque son regard croisa celui de Lucie, elle ne le quitta pas. Elle le fixa droit dans les yeux, sans ciller. Il paraissait petit. Accusé Carlos Hernandez, également connu sous le nom de Marcus Alvarez, plaidez-vous coupable ou non coupable, a demandé le juge. Je plaide non coupable, répondit-il d'un ton neutre. Je l'aimais. Tout était consenti entre deux adultes. Des murmures parcoururent la salle d'audience. La procureure Chloé Emerson se leva. Votre honneur, nous prouverons que l'accusé a falsifié son identité, exploité les vulnérabilités de la victime, l'a manipulée en lui faisant croire qu'elle était enceinte et a utilisé son corps pour faire passer des stupéfiants par implantation chirurgicale. Claire a remis le dossier médical de Lucie. Luc a présenté des copies du mandat d'arrêt international. Les policiers ont présenté la pochette en nylon retirée du corps de Lucie, désormais scellée comme preuve. Chaque morceau a atterri comme un clou dans le cercueil de Carlos. Puis ce fut le tour de Lucie. Le silence retomba dans la salle d'audience lorsque Lucie se leva. Je l'ai aimé autrefois, commença-t-elle d'une voix ferme. Je lui ai fait confiance comme on fait confiance à sa foi. Mais ce que j'ai reçu, ce n'était pas un enfant, c'était une poche de cocaïne cousue dans mon corps. Ce que j'ai reçu, ce n'était pas une famille, c'était 2 années à vivre comme une marionnette. Et aujourd'hui, j'ai compris ceci, je ne suis pas morte. Je vivrai, non pas pour oublier, mais pour parler au nom de toutes les femmes qui pourraient être trompées comme moi. Ses yeux ne vacillèrent pas, Carlos baissa les yeux. Une semaine plus tard, la deuxième audience se déroula dans un silence étrange. Carlos était assis dans une combinaison orange, la tête baissée. Lucie, assise à côté de Claire et d'une représentante de femmes pour la justice, était droite et sereine. Le juge a rendu son verdict, l'accusé, Carlos Hernandez, est condamné à 27 ans de prison pour trafic de drogue, usurpation d'identité, manipulation psychologique et atteinte à l'intégrité physique ayant entraîné de graves dommages à la santé. Il est également condamné à verser une indemnisation financière et morale à la victime, Lucie Parker, conformément au jugement civil. Aucun applaudissement ne rompit le silence, mais tous les regards dans la salle d'audience se tournèrent vers Lucie comme un phare. Dehors, Claire demanda doucement, « Ça va ?» Lucie sourit, d'un sourire sincère et triomphant. « Je me sens plus légère, non pas parce qu'il a été puni, mais parce que je ne porte plus le secret de quelqu'un d'autre. » Claire lui serra l'épaule. « Tu n'as plus besoin d'être forte toute seule. Tu nous tiens. » 2 semaines plus tard, Lucie a rencontré le docteur Thomas Ellis, psychologue en chef de Saint-Marie. Sa voix calme et grave l'a rassurée. « Lucie, j'ai travaillé avec des survivants de guerre, des victimes d'accidents et des personnes fuyant des mariages toxiques. Votre cas, votre histoire combine toutes ces expériences. » Lucie hocha la tête. « Il y a eu des moments où je me sentais comme un cadavre. Chaque jour, je faisais semblant d'être une future maman et je sentais des mouvements de bébé fantôme. Maintenant, sachant que tout était faux, j'ai l'impression de naître. » Thomas sourit. « Tu recommences, peut-être pas avec un enfant, mais avec quelque chose de concret, la vérité. Que désires-tu le plus en ce moment ?» Lucie contemplait le jardin. « Je veux que mon histoire serve à protéger les autres. » 1 mois après le procès, Lucie s'est engagée auprès de Women for Justice à New York. Lors de sa première rencontre, la directrice, Margaret Ingram, l'a présentée, « Voici Lucie Parker, survivante de l'un des cas les plus graves de fraude conjugale et médicale que nous ayons jamais connus. Elle se joindra à nous dans notre mission visant à empêcher d'autres femmes de tomber dans le même piège. » Lucie se leva, le cœur battant. « Je ne suis pas une experte. J'ai été stupide, j'ai cru au mauvais amour. Mais c'est pourquoi je comprends comment la peur peut contrôler une femme sans même qu'elle s'en rende compte. » Une femme du groupe essuya ses larmes. « J'étais comme vous autrefois. Vous voir ici me donne de l'espoir. » Lucie hocha la tête. « Nous ne resterons plus silencieux. » Elle a commencé à participer à des ateliers, puis à intervenir lors de tables rondes à l'université Columbia et ailleurs. Lorsqu'un étudiant lui a demandé « Penses-tu être mère un jour ?» Lucie a marqué une pause, puis a souri doucement. « Avant, je croyais que seule la maternité pouvait me rendre entière. Maintenant,
Je sais que le simple fait d'être en vie suffit. Avec le soutien d'un avocat, Lucie a intenté une action civile pour récupérer les biens volés par Carlos. L'avocat David Spencer, perspicace et déterminé, a réussi à récupérer un compte d'épargne caché, ce qui a permis à Lucie de repartir de zéro. Un après-midi d'automne, Claire visita le nouvel appartement de Lucie, qui surplombait Central Park. Entourée de romans à moitié lus et d'une photo encadrée de Lucie avec la petite fille de son amie Rose, Claire lui demanda « Qu'est-ce que tu écris ?» Lucie brandit un carnet. « Une lettre pour moi-même. » Claire se pencha. « Dans 2 ans, que dira-t-il » Lucie sourit tandis que la lumière du soleil inondait la pièce. Il est écrit « Tu n'es pas mort. Tu ne t'es pas effondré. Et si quelqu'un a besoin de toi aujourd'hui, tu dois rester en vie et être là. » Des semaines plus tard, Claire a surpris Lucie en l'invitant à prendre la parole à la conférence internationale sur les droits des femmes à Washington, D.C. Lucie a ri, étonnée du chemin parcouru, d'Austin à D.C., pas mal pour quelqu'un qui se sentait autrefois comme une coquille vide. Claire fit un clin d'œil. Pas une coquille, une graine, prête à fleurir. Cet après-midi-là, Lucie était assise sur un banc, tandis que les enfants se poursuivaient dans l'herbe. Un petit garçon trébucha à proximité, Lucie se précipita pour l'aider à se relever. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il sourit. « Je suis un super-héros. » Lucie rit en le regardant s'enfuir. Elle ouvrit son carnet et écrivit « Je suis née de nouveau, non pas comme mère, mais comme femme consciente de sa valeur. » Lorsqu'elle leva les yeux, un soleil doré baignait son visage. Plus d'ombre, plus de fantômes, seule Lucie était belle et bien vivante.